Je m'aperçois que j'ai perdu ma sacoche et dedans il y avait ma pièce d'identité, un CV, l'acte d'état civil. Presque 1 an et demi après, quelqu'un utilise mon nom. Ça veut dire qu'il avait tout à mon nom. Tu te doutes pas que ça va durer plus de 25 ans de cauchemar. De cauchemar. T'as vraiment un double qui joue ta vie, qui joue ton rôle. Il fait plein de conneries, on va le voir, et des très très grosses. Tout ce dont il peut profiter, des crédits, des machins, c'est pour lui. Et tout ce qui lui pose problème, il te le laisse. C'est exactement ça. C'est l'enfer. Moi, réellement, où j'ai pété un plomb, c'est en 2009, quand on est venu me chercher avec le GIGN devant la porte. Bonjour José, Bonjour. bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. Merci. José, à ta place, n'importe qui serait devenu fou. Ce jour-là, tu crois avoir perdu tes papiers, mais c'est toute ta vie qu'on a volé. Pendant 25 ans, un autre homme va vivre dans ta peau, il va travailler, se marier, avoir des enfants et même commettre un crime que tu vas devoir assumer toi, José. Ta vie est un cauchemar kafkaïen, tu es condamné sans fin à prouver que tu es bien toi. Mais plus personne ne te croit. Tout commence en 1999, ce jour-là, tu t'endors dans un train. Quand tu te réveilles, ta vie ne sera plus jamais la même. J'étais un peu KO de la journée, quoi. Et du coup, je me suis endormi un peu dans le train. Et je me suis réveillé à un moment donné, un peu affolé. J'ai demandé à un passager, on est où? Il m'a dit, vous êtes à Sens, quoi. Du coup, je me précipite, je sors dehors. Le train part et je m'aperçois que j'ai perdu ma sacoche. Et dedans, il y avait ma pièce d'identité, un CV, l'acte d'état civil. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. L'acte d'état civil, comme un acte de naissance, Voilà, et tu peux l'utiliser pour fabriquer des papiers. c'est ça. J'arrive au guichet, je leur dis comme quoi que j'ai laissé ma sacoche dans le train. J'ai demandé qu'ils préviennent le contrôleur. Et le contrôleur, il cherchait tout dans le train. Apparemment, il trouve rien. Il prévient la gare me dit non, on n'a rien. Donc du coup, moi je pars à mon entretien, les mains dans les poches pour le coup. T'es peut-être pas plus inquiet que ça? Non, en 99, il n'y a pas d'internet, mon CV il est dans ma tête, il est pas sur mon téléphone, ça c'est sûr. Donc du coup, j'arrive à l'entretien se passe bien, je repars, je me dis qu'en rentrant, je vais aller déposer plainte pour perte de documents. En sortant du commissariat, je m'inquiète pas plus que ça, je continue ma vie, quoi. Presque 1 an et demi après, j'ai une fille, enfin on attend une fille, avec ma compagne de l'époque, et on part à la CAF déclarer notre fille. Et arrivé à la CAF, ils me disent monsieur, vous avez déjà un numéro de CAF et on ne peut pas vous en faire 2. Et moi je leur dis non, j'ai pas de numéro de CAF. Donc ensuite ils tournent l'écran vers moi, je regarde et je vois mon nom, je vois mon numéro de sécu, je vois une adresse qui n'est pas la mienne, je vois une banque qui n'est pas la mienne. Et je leur dis mais c'est pas moi. Et elle m'a posé la question, vous avez déjà perdu vos papiers il y a si peu? Je leur ai dit oui. Donc du coup elle me dit en fait vous êtes usurpé monsieur, quoi, c'est tout. On a usurpé votre identité. Voilà. Là, ça te fait quoi d'entendre ça? En fait, ça m'a fait un peu comme dans les films. Je sais pas si vous avez déjà vu quand il y a une scène de terreur et que l'image la personne elle est là, mais le fond derrière il recule ou il avance super vite. Ça m'a fait exactement le même effet. Donc un truc pas très très agréable, si je comprends bien. Non, pas du tout. Une espèce de quoi, de comme si tu tombais dans le vide? Ouais, carrément, ouais. Parce que quelqu'un utilise mon nom. Ça veut dire qu'il avait tout à mon nom, il avait carte d'identité à mon nom, le numéro de sécu et carte vitale à mon nom, et il utilisait mon nom. Est-ce que tu réalises tout de suite la gravité? Non, parce que le truc c'est que sur le coup ça me fait tout drôle, ok, mais juste après ça redescend, j'arrive au commissariat, je leur donne tous les éléments, la banque, le nom de la personne, enfin le mien quoi, le nom de la personne, son adresse, sa banque, etc. Et je me rappelle bien parce que l'officier il me dit vous m'avez tout donné, c'est bon, on va le cueillir demain, ça va être réglé quoi, en 2 secondes. Je dis ok, moi je lui fais confiance, il n'y a pas de problème. T'as les éléments, tu leur donnes, ils vont régler. Exactement ça. Tu te doutes pas que ça va durer plus de 25 ans de cauchemar? De cauchemar, non.
Tu vas découvrir qu'il s'est marié. Comment ça se passe, ça? Moi, quand j'ai perdu mes papiers en 99, j'ai fait, comme tout le monde, je suis parti déposer plainte pour perte de documents. Donc on m'a redonné le papier jaune de l'époque, c'est ça, hein, papier jaune, pour pouvoir refaire la pièce d'identité. En sortant de la mairie, je regarde mon acte de naissance, vite fait, comme ça, et je vois une mention marié à Londres. Sur ton propre acte de naissance, où il y a ton nom, ton adresse, ta date de naissance, ton lieu de naissance, etc., il y a aussi une mention, j'imagine écrite à la main. Non, elle était écrite à la main. Écrite à la main, mais par un autre officier d'état civil, un truc officiel. Officiel. Marié à Londres. Là, c'est peu de temps après que tu as porté plainte la première fois. Ouais, ça commence à partir en sucette, quoi. Ça a quoi comme conséquence, en fait, que tu sois marié sur ton état civil? Déjà, de 1, la conséquence, c'est que si je voulais me marier, c'est mort. Eh ouais. Donc, c'est complètement... Tu peux pas te marier deux pas fois. Me marier 2 fois. Déjà, acheter un bien ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Parce que sinon, l'autre personne peut aussi demander sa part. c'est ça. Si il est marié sous le régime de la communauté des biens, ça veut dire que t'achètes, toi, Un truc, un appartement. quand je revends... Madame à qui il s'est marié, lui, à Londres, elle peut dire, moi, je veux la moitié. Ce qui se passe, c'est que t'en parles à ta compagne de l'époque, qui est pas ta femme, ouais. et elle va avoir des doutes sur toi, en fait. Ouais, au départ, elle avait des doutes. Elle te soupçonne d'avoir une double vie. Bah oui, elle savait que j'étais usurpé, elle était au courant de ça. Mais elle avait un doute. Parce qu'elle dit, c'est tellement gros que c'est pas possible. Tu peux pas me dire que t'es pas marié et faire passer ça sur l'usurpateur. C'est pas possible. Moi, je lui explique comme quoi que, c'est pas possible. Ça peut pas être moi qui ai signé ce document. Déjà, c'était pas ma signature. Et pendant toute cette semaine-là, j'étais avec toi. Comment elle le découvre que C'est moi qui lui dis. tu lui dis? Tu lui dis que tu t'es marié. Ouais, je suis pas marié, que je suis marié à mon insu. Tu lui dis que tu t'es marié à ton insu. Ouais. C'est quand même dingue comme formulation, mais Non, mais c'est ça. C'est exactement. que tu as été marié à ton insu. C'est ça. Que c'est pas toi, donc tu lui avoues tout de suite. On est déjà au bout de 1 an et demi, 2 ans, dans un vrai problème, quelque chose qui te propose un problème personnel. Ouais, en 2001, c'est là que ouais, ça commence vraiment à s'enchaîner bien comme il faut, quoi. Je fais une lettre au procureur de la République en expliquant comme quoi j'ai été usurpé, etc. Je contacte un avocat, il part à la préfecture, il part au commissariat, il part dans les tribunaux. On lui dit qu'ils n'ont jamais reçu ma plainte. Qui date de quand? On va dire 3 ans et demi. 3 ans et demi avant, ma plainte est restée dans le commissariat. Donc du coup, on repart avec mon avocat dans le commissariat, on leur demande un récépissé de la plainte. Et ils nous disent votre plainte, on la trouve pas. Donc du coup, il y a un brigadier, il redescend dans les archives et il trouve la plainte. Donc les archives à l'époque, c'est des classeurs immenses, c'est pas numérisé, on est dans les années 2000, début des années 2000. Mais bon, ils retrouvent quelque chose. Ils retrouvent un truc, ils me disent est-ce qu'on peut la dater du jour où vous êtes venu? Ben non. Ah ouais, d'accord, ils voulaient un peu trafiquer. Ils la remettent à 2000. Du coup, ils la remettent maintenant, du coup ça repart à Fontainebleau pour le coup, au tribunal de Fontainebleau. Et là, ça commence en 2005, ça commence à bouger pour avoir une reconnaissance d'identité, c'est-à-dire pour moi, en disant comme quoi que j'ai bien été usurpé, etc., que j'ai bien été reconnu comme victime. Et moi, je croyais que ça allait s'arrêter là, en fait. Je pensais que ça allait suffire là. Mais en fait, compte, non. Parce que 2005 à 2009, j'apprends que la personne qui m'a usurpé travaille avec mon nom et mon numéro de sécu pour le coup. J'ai 26 ans, je reviens de l'armée, je suis un peu plus stock que là. J'ai un regard un peu plus noir. Je dis à des potes à moi, faut qu'on le trouve, quoi. Faut qu'on le trouve, qu'on le ramène dans les bois ou je sais pas quoi, mais faut qu'on le trouve, quoi. C'est pas possible. T'as un indice? T'as des indices? À un moment donné, j'ai des indices parce que je reçois des courriers de l'ANPE à l'époque.
justement de cette personne. Donc du coup, il y a l'adresse. France Travail pour les plus jeunes. Je vois une adresse dans le 91 et du coup, moi, je me rends là-bas direct, quoi. Je tape à la porte et je demande à la personne en question. Il me dit non, il habite pas là, il habite plus là. Enfin bref. Et moi, à cette époque-là, je savais même pas que cette personne-là à qui je parlais, en fait, c'était une dame avec qui il avait reconnu des gamins. Ah bon? Ouais. Pour de vrai? Pour de vrai. Avec mon nom. Donc elle le connaît bien. Je connaissais. Elle le connaissait, sauf qu'elle est plus avec lui. Non, je suis plus avec lui, il habite pas là et basta, quoi. Et moi, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, ouais, il t'a dit quoi? Et, comment il s'appelle? Il a dit mon nom de famille, enfin, tout le truc, quoi. Et je lui dis, tu connais sa date de naissance? Elle me dit oui. Et elle me donne la date de naissance. Elle me donne tout, en fait. Ta date de naissance. Il a menti sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il ne ment pas qu'à l'état civil, à la banque, etc. Il ment également à son entourage. C'est-à-dire quand avec cette femme, il a un enfant, il a des enfants, il lui raconte qu'il est toi, quoi. Ouais, c'est ça. Il transpose toute ta vie à lui. T'as vraiment un double qui joue ta vie, qui joue ton rôle, sauf que c'est pas toi, et sauf que il fait plein de conneries, on va le voir, et des très très grosses. Tout ce dont il peut profiter, des crédits, des machins, c'est pour lui. Et tout ce qui lui pose problème, il te le laisse. C'est exactement ça. C'est l'enfer. Il y a une enquête ou pas, là, à ce moment-là? En fait, je pense qu'il n'y a pas eu d'enquête. Je pense qu'il n'y a pas eu d'enquête parce qu'en fait, il y a eu des dossiers qui ont été classés sans suite. Ça veut dire que vous avez été usurpé, mais on n'a pas trouvé votre auteur. Bon, il se foule pas parce que toi, en regardant sur l'annuaire, tu réussis à trouver des adresses. C'est donc ça qu'on... Donc ça veut bien dire qu'il cherche pas. Bah non, si on veut chercher quelqu'un, on le trouve quand même. Quelqu'un qui leur doit 10 millions d'euros, ils vont le retrouver, on est d'accord. La deuxième fois que j'ai su où il habitait et où il travaillait, c'était sur mon relevé de carrière. Sur le relevé de carrière, il y a tout ce qu'on a fait, l'armée, tous les travaux qu'on a pu faire depuis le début, qu'on travaille, jusqu'à maintenant. C'est pour la retraite. Enfin, voilà, mais généralement, on y va qu'à 62 ans, 63 ans. Enfin, on regarde à ce moment-là, on regarde pas maintenant. Moi, j'ai regardé ce truc-là, j'avais 27 ans ou 28 ans, je sais plus. En fait, c'est parce que j'ai un avocat qui m'a dit je vous le dis pas, allez voir votre relevé de carrière. Je suis parti voir et je vois des travails que j'ai pas fait, c'est-à-dire gardien d'immeuble, vigile, etc. Je regarde le truc et je dis mais j'ai jamais fait ça, c'est pas moi. Pourquoi j'ai ce truc-là? Donc du coup, je me renseigne sur la société. Je regarde le nom de la société, donc je cherche partout, je trouve la société, je vais dans les Yvelines et je tombe dans la boîte et je leur dis vous avez un monsieur qui porte mon nom? Ils me disent oui. Et oui, c'est exactement ça. Et vous voulez quoi? Bah non, parce qu'en fait, c'est moi. Donc du coup, moi, je leur donne mes papiers, je leur donne tous les papiers. Je dis sortez-moi les photocopies de ce que vous avez. Donc du coup, ils comparent. Ils disent oui, effectivement, vous avez les mêmes trucs, c'est affolant. Et malgré ça, il laisse faire. Il continue à travailler avec lui. Continue à travailler avec lui. Comment t'expliques ça? Moi, j'explique ça comme, comment dire, je veux pas me mouiller, quoi. Ça veut dire ça, que j'ai pas envie de me mouiller. C'est trop gros, c'est trop bizarre, donc... Et puis ils savent pas trancher, pourquoi? Ils savent pas trancher. Pourquoi ce serait pas toi l'usurpateur? C'est exactement ça. Il ne te croit pas, donc il continue à travailler avec lui. Le seul truc positif, c'est que il travaille pour ta retraite. C'est exactement ça. Puisque il cotise. Il a cotisé 10 ans. Ah, pas mal quand même. Là, tu peux arrêter de travailler aujourd'hui. En fait, oui. T'as 50 ans. Ouais, si je veux, oui. En fait, c'est étonnant parce que aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, on va lui dire vous pouvez pas avoir 2 tafs qui fait 40 heures 2 fois dans la semaine. Oui. C'est logique. Ouais. D'accord. Et ben là, non. Bizarrement, moi je taffais, lui il taffait, à l'autre bout, je sais pas où, de 78, moi j'étais à l'autre bout du 7-7, et on laissait cotiser là, cotiser là, cotiser là, cotiser là. Comme si tu pouvais te dédoubler. C'est exactement ça. Jusqu'au jour où mon numéro de sécu, le mien, saute. C'est-à-dire que moi j'ai plus accès à mon numéro de sécu. Parce que à cette époque-là, je bossais dans une boîte de prestat et je faisais les vieilles charrues à employé Hermel. Donc comme ingénieur du son. Exactement ça. Et il me dit ouais, il y a un problème avec ton numéro de sécu, j'arrive pas à t'enregistrer et tout.
Et je dis non mais réessaye, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que ça bug chez eux, il y a un truc qui cloche. Il dit non, j'y arrive pas. Et ils me disent pas pourquoi. Donc du coup, je peux pas bosser. Quand on est à Paris, je vais voir l'URSSAF, je leur pose la question, ils regardent, nan. Ils me disent oui, effectivement, il y a une personne qui travaille, enfin vous travaillez dans le 78. Et je leur ai dit mais on vous a déjà envoyé des courriers par rapport à ça. Mais vous avez fait quoi? Bah nous on a juste tranché quoi. Ça veut dire qu'ils ont coupé le mien et ils ont laissé le sien. Je comprends pas ce que ça veut dire couper le tien et laisser le sien. On m'a expliqué comment que le numéro de sécu, quand quelqu'un travaille avec le même numéro de sécu qui fait par exemple 40 heures 2 fois dans 2 tafs différents, à un moment donné il tranche, il ferme un compte de la société en question qui a déclaré votre numéro de sécu. D'accord. Et le laisse sur l'autre. T'as plus de numéro de sécu pour travailler. Ça dure combien de temps où tu peux pas travailler à cause de ça? 7 ans. 7 ans? Légalement. Je vais pas arrêter de le dire, c'est un truc de fou, parce que tout est fou dans ton histoire. Ouais, mais 7 ans parce que légalement, je pouvais pas travailler légalement. Sinon, après, je travaillais au black, dans des studios, sur des plateaux, enfin... Pendant 7 ans? Ouais. Oh, la colère, elle doit monter, ronger. On est déjà dans de beaux draps, là, dans ton histoire, c'est déjà super compliqué. Il va y avoir un enchaînement de choses qu'il fait lui avec ton nom et tes papiers, etc., qui vont te créer de sérieuses difficultés. Il prend des crédits, par exemple, à ton nom. Ouais, il prend des crédits à mon nom, mais sauf que le truc, c'est que les crédits sont refusés à chaque fois. Entre-temps, durant les années d'avant, j'avais rencontré quelqu'un qui s'y connaît dans l'usurpation d'identité assez connu. Il m'avait expliqué que si tu veux pas te retrouver avec des crédits sur le dos, etc., il faut que tu te mettes interdit bancaire. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit ouais, mais si je me mets interdit bancaire, après c'est moi qui est pénalisé. Tu peux plus faire de crédit, tu n'as plus de compte en banque. J'ai rien pour moi, quoi. Je remets, je me dis, bon, je le fais pas, je le fais pas, du coup, je le fais. Je vais à Châtelet, je rentre dans un magasin, je sais plus si c'était Ticaret de l'époque, enfin bref, je rentre dans un magasin un peu hip-hop, et je vois un pull Comate, super bien brodé et tout, assez gros, assez épais, du coup, il coûtait très très cher, du coup, je fais un chèque, je l'achète. Bon, après, je reçois des courriers de la banque qui me disent, oui, si vous remboursez pas, vous serez interdit bancaire, etc. Du coup, je fais l'ignorant et ils me mettent interdit bancaire pendant 5 ans. Et c'est volontaire de ta part. Je me suis mis en faillite moi-même, quoi. Donc toi, en fait, tu as trouvé le moyen d'être interdit bancaire finalement en contrevenant aux règles bancaires d'usage. C'est ça. Tu t'es un peu mis hors la loi. C'est ça. Et donc pendant 5 ans, il fait des crédits, lui, il tente. C'est refusé, je reçois des courriers. Des crédits pourquoi, tu le sais? À la consommation. J'avais les sommes, je recevais les sommes. Il y avait 10 000 euros, il y avait 5 000 euros, il y avait 2 000 euros. Enfin, il y avait des petites sommes, des grosses sommes, des crédits aussi pour les magasins de Carrefour, pour la consommation tous les jours, enfin, des courses, quoi. Et à chaque fois, c'est refusé. Mais toi, du coup, tu peux pas faire de crédit. Pour moi, c'est cuit. Je suis un peu sorti du système, quoi. De cette manière, pendant 15 ans, quoi. Tous les 5 ans, interdit bancaire. Donc tous les 5 ans, tu fais ça. Je fais un délire comme ça. Mais il y a quand même certaines amendes qui viennent de lui, que tu as dû payer toi, qui prélevaient directement sur ton salaire. C'était les impôts, parce que lui travaillait, il payait pas ses impôts, donc du coup, moi, ça me revenait à moi. Ah oui. Je recevais Lui, c'est toi. des avis à tiers détenteurs, là. Je sais pas si tout le monde connaît ça. Non, peut-être pas. Tiers détenteur, c'est on contacte votre employeur, on lui demande votre salariat travaille toujours chez vous, il dit oui, il arrive, ils prennent l'argent, ils le bloquent et ils vous laissent dans le jus comme ça, dans le flou. Vous essayez de tirer de l'argent avec votre carte bleue, vous pouvez pas. Du coup, regardez ce qui se passe. Ensuite, 2 jours ou 4 jours après, pour recevoir un courrier à tiers détenteur, nous avons bloqué la somme de 1 000 euros sur votre compte. Si vous payez pas la somme que vous nous devez de je sais plus combien, on vous prend toute la totalité. C'est-à-dire si on répond pas et si on se déclare pas, en fait, ils prennent la somme. Moi, à chaque fois, j'allais dans les Yvelines, je leur disais c'est pas moi, j'ai été usurpé. Donc du coup, ils effaçaient le truc. D'accord. Du coup, le mois d'après, ils rebelotent. Ils revenaient. Et justement, moi, je leur posais la question, mais pourquoi, le mois dernier, je suis venu pour vous dire que j'étais usurpé, etc. Eux, ils me parlent de quoi? Ils me disent, oui, mais c'est fait informatiquement. Donc, on peut pas arrêter la machine.
C'est délirant. Et On peut pas arrêter la machine. On mais peut pas dire à la machine, lui, il y a un problème, on va s'en occuper manuellement. c'est-à-dire que moi, j'avais le temps de recevoir l'autre paye que la paye du mois d'avant, je pouvais même pas la toucher. Ça veut dire que je me retrouvais des fois avec des mois avec du vide, quoi. Payer son loyer, bah, c'est mort. Avoir de la monnaie sur soi, c'est mort. Retirer de l'argent, bah, c'est mort, la carte, elle est bloquée. Tire des tendeurs, ta votre carte, elle est bloquée, hein. Comment tu fais alors? Tu vis dans la rue ou quoi là? Pas de loyer, pas. Non, heureusement que j'avais des boss qui étaient tranquilles, qui me donnaient un peu de liquide à la main. Ouais. Mais autrement, c'était cuit, quoi. J'hésite entre deux réactions. Si je vivais la même chose, soit je deviens fou et il faut m'interner parce que ça rend fou. Ça rend fou parce qu'il n'y a pas de solution. Tu es dans un labyrinthe dont tu n'arrives pas à sortir. Et chaque fois que tu essayes quelque chose, lui, il trouve plein d'autres manières de te nuire. Soit tu pleures tous les jours, toutes les larmes de ton corps. T'as choisi quoi? Moi, je revenais de l'armée dans le contexte où déjà, j'étais un peu différent. Cette manière, la façon de penser, ma façon de voir les choses. Euh, et en plus de ça, moi, quand ça arrivait, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Sur le coup, je pensais que ça allait s'arranger, puisque c'est arrivé petit à petit. C'était pas comme si ça arrivait d'un coup. Je me suis réveillé un matin, regardez, monsieur, vous êtes marié, vous avez ci, vous avez ça. Donc du coup, j'avais un peu cet espoir que ça s'arrange très très vite, hein. Oui, mais ça n'a pas duré 2 ans. Ça a duré des années. Oui, t'as de l'espoir, mais à chaque fois, les mois passent et les années passent, et quelque part, c'est de pire en pire ce que tu décris. Je vivais avec. Je me réveillais le matin, je vivais avec. C'est-à-dire que ça faisait partie de ma life. C'est-à-dire que ça faisait partie, c'était comment dire, un combat, quoi. T'as deux vies, dont un fait n'importe quoi et te pourrit la vie. Pour moi, c'est un double maléfique, ce mec. Moi, réellement, où j'ai pété un plomb, c'est en 2009, quand on est venu me chercher avec le GIGN devant la porte. Faut dire que ce jour-là, c'est complètement dingue. Là, on atteint. Jusque-là, c'était de l'argent, c'était des soucis administratifs, etc. Là, on parle d'un crime qu'il a commis, et évidemment, comme lui, c'est toi, bah c'est toi qu'on vient chercher. C'est ça. Donc on est en 2009, t'ouvres ta porte de chez toi. Puis je vois une flopée de policiers cagoulés, casqués. Il me demande, vous êtes monsieur Untel? Je fais, ouais. Je dis, c'est pourquoi? Il me dit, ouais, tais-toi. Voilà ce qu'ils me disent, tais-toi. Et même dans leur fourgon, là, ils me regardaient pas d'une manière gentille, quoi. On sentait qu'il y avait un truc bizarre. Je me dis, le gars, il a dû faire une dinguerie. Tu comprends tout de suite que c'est lui. Je dis, ben oui, parce que j'avais rien fait, moi. T'arrives au commissariat. Tout le monde me regarde, je me dis, mais je suis là pourquoi, en fait? Et le mec, il veut pas me dire. Du coup, je reste 1 jour, 2 jours, 3 jours. T'es en garde à vue. Garde à vue. 3e jour, il commence à rentrer dans le détail, il commence à me dire, bon, t'es là pour ça. Alors c'est quoi ça? Ben, pour avoir séquestré 2 femmes et les avoir vues. Voilà. Et je leur dis, mais non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais elles ont dit que c'était toi. Elles ont donné ton nom, ton prénom, ton âge, tout. Donc il y a des gens comme toi, il n'y en a pas 10. Donc on a cherché, on a trouvé, on t'a trouvé toi, quoi. Et on veut savoir qui est qui, parce qu'il y en a 2. Il y en a un qui prétend être toi, donc toi t'es qui? Donc, du coup, moi je leur donne mes papiers. Quand je commence à donner la plainte, et je donne aussi ma reconnaissance d'identité qui a été faite en 2005, ils commencent à me regarder et je leur dis, écoutez, moi j'ai un avocat, si vous voulez, contactez-le, vous allez comprendre un peu tout ça. Ils m'ont dit, non, de toute façon, on va te faire tapisser pour voir, parce que la personne, elle va voir si c'est toi ou lui. Donc le tapissage, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme dans les films, hein, on te met derrière une vitre sans teint et la victime regarde derrière la vitre sans teint et c'est pas toi qu'elle reconnaît. Elle reconnaît l'autre, enfin celui qui m'a usurpé, quoi. Quand je suis retourné dans la cellule, ils me disent, bon, en fait, elle a reconnu l'autre. Et ils m'ont dit, mais c'est bizarre parce que vous avez le même nom. Donc ça veut dire qu'il t'a usurpé. Et moi, je leur ai dit oui, je vous l'ai dit depuis le début. Et vous n'avez pas voulu me croire. Ils disent oui, mais on ne peut pas croire tout le monde. Je dis oui, mais avec toutes les preuves que je vous ai données, vous me dites que ceci, en plus de ça, j'ai écrit au procureur de la République des Yvelines en leur disant comme quoi que ces personnes-là, elles habitent là, elle fait ci, elle fait ça. Et je leur ai même donné ce courrier-là. Et je leur ai dit, vous pouvez même le remonter chez le procureur, vous allez le trouver, ce courrier. Et il dit oui, mais
Oui, mais. Moi, je leur ai dit simplement, vous savez, les 2 femmes là qui sont fait séquestrer, ça aurait pu être évité si vous aurez réagi avant. Bien sûr. Et du coup, le problème, moi, je l'impute pas à lui, je l'impute à vous. C'est votre problème, c'est à cause de vous que ces femmes-là se sont fait violer et je suis parti. Ça fait 9 ans que tu as été usurpé et c'est ce jour-là que tu t'es retrouvé à ses côtés là pendant le tapissage. Là donc t'étais à 1 mètre de lui. Ouais, c'est ça. Enfin, à côté, Tu l'avais reconnu sur le coup? Tu te doutais qu'il était là? non, parce que moi, je l'avais jamais vu. Tu l'avais jamais vu. La première fois que tu vas voir cet homme, c'est un procès qui te concerne directement c'est une audience pour l'usurpation d'identité. En 2009, voilà. Et donc c'est la première fois que tu le vois en face de toi. Voilà, enchaîné, pieds, les mains. Tu le dis avec le sourire. Parce que, voilà, c'est un peu ce qu'il fallait qu'il fasse. Le juge lui demande, donc vous êtes qui? Comment vous vous appelez, monsieur? Parce que le vrai, il est là. Me dites pas que vous vous appelez comme lui parce qu'il est là et j'ai sa pièce d'identité dans mes mains. Et lui, il commence à dire, il invente un nom. Il dit José, Santos, machin. Enfin bref, il invente un nom. Et ce nom-là, en fait, il était inscrit par les magistrats, par les greffiers, comme quoi c'était son nom. Mais en fait, il s'appelle pas du tout José et pas du tout Santos, etc. Non. Et tu sais aujourd'hui comment il s'appelle? Personne ne sait comment il s'appelle. Pour mon usurpation d'identité, il a été condamné d'une certaine manière à, je sais pas, peut-être à 6 mois ou 1 an de prison, je crois, pour m'avoir usurpé, quoi. Il a fait de la prison, en plus de la prison après avec cette histoire de séquestration, quoi. Il va faire 12 ans de prison pour le viol, le double viol qu'il a commis et la séquestration. Est-ce que ça l'a arrêté après ça? Après ça, t'as été tranquille? Pendant sa détention, il s'en est passé des choses. Pendant sa détention, en fait, lui est rentré X se disant moi. Et durant sa détention, le X a mystérieusement disparu et il est resté que mon nom à moi. Il n'y a plus le X et il s'appelle comme moi. Il s'appelle comme toi. Au lieu de l'arrêter complètement, de le mettre hors d'état de nuire et de te rendre ton identité, ta liberté, en fait, en prison, ça va continuer. Durant sa détention, il écrivait à des procureurs en disant « Écoutez, je suis en prison, il me faut mon acte de naissance pour que je puisse faire ma pièce d'identité, etc., etc., etc. » Et c'est grâce au magistrat qu'il a récupéré mon acte de naissance. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet acte de naissance? En fait, avec cet acte de naissance, déjà, ils vont lui faire une pièce d'identité. Automatiquement. Ils lui refont une pièce d'identité, alors qu'elle en avait déjà une à mon nom quand il est rentré. Mais quand il est rentré, on lui a retiré parce que c'était pas lui. Donc il la récupère dans la prison. Il la récupère dans la prison. Et il va pouvoir faire quoi avec cette pièce d'identité? Il arrive à avoir une carte vitale, déjà. Une carte vitale. Et quand il sort de prison, il a la carte vitale, la pièce d'identité. Et il fait sa vie, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur l'acte de naissance, il n'y a rien. Il n'y a pas de photo. Pas de photo. Ça veut dire que moi, demain, je m'appelle comme toi. Et ça va marcher parce que je vais me mettre copain avec toi. Je vais venir voir ta famille, tes potes, etc. Je vais savoir ton nom de famille, quand t'es né, le nom de tes parents, le nom de ton père, de ta mère, de ce que tu veux. Je vais aller au commissariat et je vais leur dire, j'ai perdu mes papiers. Ils vont vous remettre un document jaune, là. Et que ce document-là, on va aller à la mairie. La mairie, ils savent plus comment vous êtes, à part s'ils vous connaissent vraiment, mais ils vous ont jamais vu pratiquement. Donc du coup, vous arrivez à la mairie avec votre papier jaune, ils disent, vous voudrez un acte de naissance. Et ils vont dire, OK. Ils vont tac, ils vont vous remettre l'acte de naissance et vous allez retourner à la préfecture et on va vous faire une pièce d'identité en bonne et due forme. Voilà comment ça fonctionne ici en France. Donc pour toi, c'est super facile d'usurper une identité. C'est même un enfant de 10 ans aujourd'hui, il y arrive. Mais même si moi je suis blanc et toi t'es noir, tu peux usurper mon identité. Pareil, ça change rien. C'est vrai que quand on voit les chiffres, on se dit que y a beaucoup de gens en France qui usurpent des identités, puisque il y a environ 400 000 Français par an qui se font usurper leur identité. Beaucoup ne le savent pas, qu'ils sont usurpés. Et pour donner un ordre d'idée, en fait, on a plus de chances de se faire usurper son identité que de se faire cambrioler. C'est super flippant. C'est super flippant. Non, mais ouais, c'est flippant. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à un crime qu'on te met sur le dos. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en 25 ans, aucun de mes 5 frères et sœurs ont été contactés pour cette histoire. Aucun. C'est-à-dire comme témoin?
comme témoin, comme disant, ben non, c'est notre frère, machin. À ce niveau-là, ils n'ont jamais fait d'enquête parce que ils me disaient, à chaque fois on me disait à moi, on ne sait pas qui est qui. Je dis, mais bordel, contactez mes frères et sœurs, ils vont venir, ils vont vous donner des souvenirs de moi, où j'étais à l'école. Ce que je veux vous dire là, ils vous diront la même chose. Donc, contactez les gens, demandez qu'est-ce que vous faisiez en 98, qu'est-ce que vous faisiez en 96, qu'est-ce que vous faisiez en 91, qu'est-ce que vous faisiez en 98, vous habitez où avant? Lui, il n'aura pas été capable de répondre. Moi, ma vie, elle commence en 74. Lui, la sienne, elle commence en 99. Parce qu'avant 99, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de trace. Donc, l'enquête, elle aura été facile. Ouais. Elle aura été simple. Ouais. Et pourquoi, au bout de 16 ans, alors ils se sont réveillés au bout de 16 ans? Bah parce qu'en fait, ils ont récupéré les livrets de famille le mien, celui de l'autre usurpateur, etc. Donc ils ont fait leur boulot. Moi, on m'a dit plusieurs fois de changer de nom. On m'a dit, vous avez un problème avec votre nom, changez de prénom, ça ira plus vite. Ce sera plus simple pour vous. Hein. Attendez, vous voulez que je règle un problème que vous n'arrivez pas à régler? Il est sorti de prison après 12 années de détention pour l'affaire de... Voilà, après il est re-rentré. Après il est re-rentré. Il est ressorti. Ensuite maintenant il est dehors, mais il va re-rentrer jusqu'à 2029 il a des peines à faire jusqu'en 2029. Sauf que les peines, justement, comme on revient sur le relevé de carrière, sur mon relevé de carrière, il y a tous les endroits où il a travaillé, on est d'accord depuis tout à l'heure, sauf que maintenant, il y a les moments où il est rentré en prison. Par exemple, en 2009, il y a marqué centre de détention, machin, nanani, nanana. Mais quoi, sur ton relevé de carrière? Sur ton relevé de carrière à toi? Sur mon relevé de carrière, tu as inscrit centre de détention, et ensuite on voit, en 2020 ou 2021, on voit centre de détention, c'est-à-dire qu'il est sorti. Donc, centre de détention. Mais entre deux, ce qui est marrant, parce que les années, elles ont défilé, et dans les années, moi, il y a un moment où j'ai travaillé, donc j'étais dehors. Enfin, je suis dehors, quoi. Et que lui, il était à l'intérieur. Donc, il y a à la fois la prison et en même temps, au même moment, des périodes de travail. Et une période de travail et dehors. C'est délirant. Donc, toi, en fait, c'est ton traceur, ça. T'arrives à repérer un peu ses allées-venues grâce à ton relevé de carrière. Là, ça fait combien de temps que t'as pas entendu parler de lui? Là, aujourd'hui, ça fait, depuis le procès dernier, c'était en 2023. Bon, ça fait 2 ans. Ouais. Tu restes vigilant quand même. Tu te dis qu'il peut revenir. C'est pas fini de chez fini. Je pense pas qu'il fera un truc parce que je sais où il habite. Ouais. Déjà ça, je l'ai déjà croisé 2-3 fois. Il m'a déjà vu. Et il a dû flipper un peu. J'étais retourné une fois avec un journaliste. Et il avait dit au journaliste, ouais, sortez de ma porte, sinon je sors le couteau, je sais pas quoi. Enfin bref. Il était un peu chaud ce jour-là. Qu'est-ce que tu retires de tout ça s'il y a bon, c'est 25 ans de vie, on l'a vu avec vraiment des histoires pas possibles qui t'ont pourri la vie, gâché la vie. Est-ce que tu as réussi à vivre quand même, malgré tout? Est-ce que ta vie, elle te plaît depuis 25 ans? Oui et non. Oui et non. En fait, il y a des choses que j'ai pas pu faire. En fait, je suis amputé, on va dire, d'une manière, je suis amputé d'une manière professionnelle, personnelle. Beaucoup personnel, parce que professionnel, bon, c'est pas non plus le truc fou, mais c'est plutôt personnel. Par exemple, si j'aurais voulu, par exemple, me marier, c'est, je sais pas, je suis pas pour le mariage, hein, je m'en fous, mais si j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Tu savais au fond de toi que c'était mort. Voilà, c'était mort. Donc tu t'es pas marié, t'as quand même eu des enfants. Des enfants. Je tiens à préciser que moi, en fait, quand je voyage, quand j'arrive à l'aéroport, je passe la douane, je pars directement dans leurs locaux de police. Je reste en limite garde à vue de 1 heure à 30 minutes et regarde si c'est bien moi qui prend l'avion et qui se barre, enfin qui part dans un autre pays. En fait, ça a été mis en place à l'époque pour éviter que la personne qui usurpe mon identité quitte la France et commette des délits dans d'autres pays. Donc c'est plutôt quelque chose de positif pour toi. Positif et négatif. Parce que positif et négatif, là je le dis. Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois en garde à vue, mis les menottes dans l'avion, avec tout le monde à l'intérieur. Et combien de fois ça m'est arrivé ce truc? En fait, c'est une humiliation grave. C'est
incroyable. Pourquoi t'as pas changé de nom tout simplement? Je pars du principe que changer de nom, c'est comme si de baisser les bras et de laisser gagner. Au bout de Plusieurs 25 facteurs. ans, tu t'es pas dit, ou au bout de 20 C'est ans, pas c'est pas le nom qui est un problème. En fait, finalement, mais quand tu changes d'identité. Ah oui, Non, bon, tu vas me dire, en fait- tu gardes ton numéro de sécu, etc. le problème aujourd'hui, c'est pas le nom ni le prénom, c'est le numéro de sécu en fait. Le numéro de sécu, on l'a négligé pendant des années en disant que oui, c'est juste un numéro de sécu. Ouais. En fait, le numéro de sécu, c'est l'identité qui est au-dessus de la pièce d'identité et qui est au-dessus du passeport. Mais oui, c'est ça qui t'a bloqué. Il aurait fallu que tu changes de numéro de sécu. C'est Est-ce que c'est exactement possible ça. de changer de numéro de Oui, sécu? c'est possible. Sauf bon qu'ils l'ont jamais fait. J'ai demandé à changer de numéro de sécu avec un avocat à l'époque qui était dans l'administration. Il m'a dit oui, l'idée c'est de changer de numéro de sécu. Ouais. Tu changes de numéro de sécu, tes problèmes ils s'envolent. Deuxième question qu'on a dû te poser 1 million de fois. C'est qu'est-ce qui me dit, José, que c'est toi, José? Moi, qui me dit quoi? En fait, Moi, qu'est-ce qui me dit ben, que t'es José? moi, je peux te ramener où j'ai grandi, avec qui j'ai grandi. Je peux te ramener mes frères, mes sœurs, etc. Mes tantes, mes oncles, etc. Où il y a un tracé, où il y a une preuve de ma vie. J'ai des photos de moi étant petit. Ce qui est fou, José, c'est d'imaginer que tu dois te justifier d'être toi. Tu vois, là, tu me réponds gentiment à une question un peu provoque, mais ça fait 25 ans que tu dois faire ça. Ça fait 25 ans. Tu ressens quoi, d'ailleurs, quand tu dois faire ça? En fait, moi, je ressens comment on appelle ça, du mépris. C'est un mépris, en fait. Est-ce que t'en viens pas à douter que tu es toi-même? Non, Jamais de la vie? Jamais? Jamais. Non, mais à force d'en avoir un qui dit qu'il est lui, qu'il est toi, non, mais non. on finit pas par se dire, Non, putain, si non. ça se trouve, il a raison, je suis complètement fou. Ouais, J'ai un dédoublement. T'as jamais eu un délire comme ça? Non, jamais. Non, il fallait que je prenne des extras ou je sais pas quoi. Les extras sont très mauvais pour la santé. Mais il aurait fallu que je prenne un délire pour que ça arrive à ça, quoi. Ça t'a jamais, en fait, ma question, c'est, ça n'a jamais troublé ta propre identité. Non. José, tu sais qui il est. Ouais. Et ça n'a jamais fait vaciller ça. Jamais. José, j'aimerais te remercier. Ça s'appelle Mon incroyable histoire, mais toi, c'est vraiment une histoire de dingue. Ce que je trouve encore plus dingue, c'est ton flegme. Tu décris tout ça avec beaucoup de recul, de calme, même si tu l'as exprimé, il y a eu des moments où tu as eu envie de le tuer. De tout péter, et on le comprend, mais la plupart du temps, de toutes ces années, on sent que tu as cherché les solutions, que tu es resté calme. Aujourd'hui, tu as 50 ans, et apparemment, cette histoire est derrière. J'aimerais ajouter que toute l'histoire que tu nous racontes là, tu l'as écrite. Ouais. Tu écris un livre que tu cherches à publier, donc tu cherches un éditeur. Ouais. Donc s'il y a des éditeurs ou des gens qui connaissent des éditeurs qui sont intéressés par ton histoire, et franchement, j'aimerais bien la lire, moi, cette histoire, avec des détails bien racontés, dans ces cas-là, qu'ils nous contactent. Évidemment, on transmettra. Merci à toi, José. C'est moi. José, hein, vraiment. Tu crois, tu doutes?